Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Contrôle-S, émission où nous aurons l'occasion pendant 1 heure de discuter de tous les domaines qui concernent les métiers créatifs. Que vous soyez étudiant, passionné ou professionnel par le domaine de la création numérique, vous y retrouverez dans ce live, que ce soit avec nos jeux ou nos intervenants. Cette émission vous est présentée par les étudiants de 3e année en BUT des métiers du multimédia et d'Internet, mais pour savoir en quoi consiste cette formation, voici une vidéo qui vous l'explique. Le BUT MMI, c'est quoi ? Eh bien c'est très simple, c'est une formation qui se fait sur 3 ans avec 2 spécialités au choix, développement web et création numérique. Le parcours développement web, c'est tout ce qui touche à la structure technique des sites, du codage pur à l'automatisation, en passant par l'entretien et l'innovation technologique. Le parcours création numérique, lui, tourne autour de la vidéo, du graphisme et du web design. Même si la vidéo est au centre, donc réalisation, tournage et montage, le parcours va bien plus loin. On y apprend à maîtriser toute la chaîne graphique et le web design. L'idée, c'est de devenir un vrai couteau suisse de la communication. Savoir créer une identité visuelle marquante, concevoir des interfaces hyper intuitives pour l'utilisateur, UX et UI, et produire des contenus pour les réseaux sociaux. Maintenant que c'est un peu plus clair en quoi consiste le BUT MMI, nous pouvons directement nous adresser aux professionnels du domaine. Donc pour ça, nous sommes avec Mathias et Julie. Bonjour à vous, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je t'en prie, commence. Du coup, moi c'est Julie Plaisant. Je suis graphiste du coup, chez Carbone Café depuis 6 mois à plein temps. Et avant ça, du coup, j'ai fait 2 ans d'alternance. Et du coup, je bosse avec Mathias Ries qui était aussi mon tuteur pendant 2 ans. C'est ça, donc moi c'est Mathias, je suis graphiste et photographe au sein de Carbone Café depuis maintenant 5 ans. Ok. Et comme vous l'avez dit, vous travaillez les deux à Carbone. Et comment vous travaillez à deux dans une entreprise comme ça qui s'occupe de la création Alors, nous sommes 2, mais nous ne sommes pas vraiment 2, nous sommes carrément 24 aujourd'hui, donc on est une grosse agence mulhousienne. On travaille beaucoup en relation avec nos collègues, parce que nous, on est plus particulièrement dans l'équipe créa. Donc c'est une équipe qui est à la fois bon en graphisme, en photo, qui intervient aussi sur différents pôles comme le motion design et la vidéo. Donc nous, on apporte notre patte créative aux différents projets. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais on est aussi d'une part assez seul sur nos projets, c'est-à-dire que nous, on a des projets qui sont à la semaine. Et du coup, les projets qui sont à la semaine, en fait, ce sont des projets qu'on gère, nous, en direct avec les clients. Mais on peut aussi, de temps en temps, demander notre avis aux différents créas pour avoir justement un œil extérieur et un avis assez externe sur les différents projets qu'on mène. Et en tout, du coup, dans le pôle créa, on est maintenant 5. Ouais, c'est ça. Voilà, dont Tim, du coup, qui est aussi en BUT MMI. C'est ça, Timothée qui est étudiant en 3e année chez nous, en alternance là chez Carbone Café, avec qui ça se passe plutôt bien. Et justement, en parlant de projet, Mathias, tu nous as envoyé un par message dont tu voulais spécialement parler. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi est-ce que c'est celui-ci que tu as voulu présenter ?
Alors exactement. En fait, il s'agit d'un projet qu'on a réalisé en collaboration avec Impact et Puma. Donc Impact, c'est un client qui est vraiment historique chez Carbon Café. C'est un client avec qui on travaille quotidiennement pour de la photo, du graphisme, de la vidéo et de la création de contenu au sens large. Et sur ce projet en particulier, en fait, c'est Puma qui nous a contacté Impact pour créer des maillots. Donc des maillots de foot qui sont sortis en collaboration avec eux. C'est un projet que j'ai vraiment à cœur de porter parce que déjà le foot, j'adore. Et en plus de ça, c'est un projet que j'ai construit de A à Z avec eux. C'est-à-dire que j'ai commencé à créer les maillots et jusqu'à la création de contenu, c'est-à-dire photos, vidéos, graphisme, etc. Donc pour vous parler du maillot, voilà, j'ai ramené un petit échantillon. Magnifique. Donc ça, c'est le premier sample qui est sorti, c'est pas vraiment l'officiel. En fait, j'ai d'abord travaillé avec des mock-ups pour donner les grandes lignes directrices du maillot. Et ensuite, à partir de ça, j'ai donné mes directives sur les matières qui ont été utilisées, sur le logo qui est brodé ici. Et donc Puma nous a envoyé un premier jet qui ressemble à ça. De ce premier jet, en fait, nous, on a fait les retours de Puma, c'est-à-dire que là, sur la partie qui est au-dessus, en fait, c'est une partie qui est imprimée, alors que moi, je voulais quelque chose de sérigraphié. Ouais. Sur la partie du col, là, on a enlevé le liseré qui faisait un peu too much. Donc on a décidé de simplifier. Et au niveau des couleurs, également, elles ressortent un peu plus. Donc le bleu est un peu plus électrique et les bandes bleu foncé sont un peu plus profondes pour donner justement un peu plus de relief sur le maillot. Ouais, parce que tu as dû t'adapter entre le design et l'impression, quoi. C'est ça, Pas les exactement. mêmes textures et tout. Ouais, exactement. En fait, on s'est rendu compte sur le premier sample que les couleurs que j'avais adaptées ne ressortaient pas autant que je l'aurais voulu. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de rectifier un peu le tir pour proposer un maillot qui est beaucoup plus abouti que ça. Et par la suite, j'ai ensuite fait tout ce qui est direction artistique sur le maillot, donc la création de contenu. C'est-à-dire j'ai fait le shooting photo, j'ai fait aussi une petite vidéo, un petit réel, très édito en fait qui reprend 2 joueurs de foot en fait qui veulent faire le dernier geste pour justement marquer le but. Et j'ai par la suite imaginé des petites cartes Panini. En fait, c'est des petites cartes en fait que j'ai eu plaisir de shooter avec l'équipe Impact. En fait, c'est l'équipe Impact qui portait le maillot et j'en ai ensuite créé des petites cartes un peu Panini, un peu sympas pour justement donner envie aux gens d'acheter le maillot et de montrer aussi la relation avec Impact et la famille et le maillot et Puma. Bah justement, on a eu plusieurs questions sur ton projet dans le chat. Il y en a qui parlent vraiment de la notion du temps parce que tu as abordé toutes les étapes par lesquelles tu as pu passer, mais est-ce que tu arriverais à estimer le temps que ça t'a pris rien que pour trouver ce design-là et toutes les versions par lesquelles tu as pu passer? Combien il y en a eu à peu près? Ok. Alors je dirais que la première version est venue assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup discuté avec les équipes d'Impact pour justement créer la première version du maillot qui était déjà très bien aboutie. Donc en fait on a fait une deuxième version par la suite assez rapidement. C'était surtout le temps de production des premiers samples et le fait que le maillot ait fait des allers-retours entre Puma et Impact qui a pris du temps. Après en soi ça a été hyper rapide. Je dirais en 2 mois on est passé de la version mock-up à la version finale sans problème. Ouais, parce que là tu disais c'est Puma qui est venu vers vous, mais est-ce que vous allez aussi vers les marques? Parce que c'est Puma France. Oui, donc, alors en fait là c'est vraiment différent parce que là c'est vraiment Puma qui est venu vers Impact et nous on travaille beaucoup avec Impact en tant qu'agence de communication, donc le projet nous est revenu naturellement. Mais oui, sinon on va souvent vers les marques. Carbon Café va souvent vers les marques en tant qu'agence. On se doit d'avoir une partie commerciale aussi. C'est un peu la recette du succès, quoi. Et justement, dans le cadre de ce genre de projet, ça peut arriver que des fois vous devez travailler ensemble. Comment est-ce que vous arrivez à organiser le fait de départager certaines tâches lors de vos réalisations chez Carbon Café? Je trouve que ça se fait quand même assez naturellement.
Après, c'est vrai que comme c'est Mathias, enfin pendant des années, il a eu par exemple Impact, c'est plus lui qui a décidé qui fait quoi à peu près, pour qu'on ait vraiment une organisation simple et naturelle. Et Un peu chef de projet, genre. c'est ça, C'est ça, vraiment ouais. DA, chef de projet, il a vraiment cette casquette-là pour ce projet. Et au final, on va dire que la structure d'organisation, elle évolue tout le temps, puisque aussi notre manière de travailler évolue aussi. Donc Ouais. à chaque fois, on s'adapte et on arrive à faire de jolies choses quand on est tous ensemble en tout cas. En fait, je voudrais rajouter carrément que c'est beaucoup de communication. En fait, il faut tout le temps communiquer, ne jamais s'arrêter de communiquer, parce que oui, ça arrive d'avoir des urgences, oui, ça arrive d'être sous l'eau, mais si on communique bien, on arrive toujours à se débrouiller pour trouver quelqu'un qui peut reprendre les projets, quelqu'un qui peut au contraire nous décharger. C'est énormément de communication et ça passe uniquement par là. Ok. Ok, merci d'avoir présenté ce projet, Mathias. Avec plaisir. Nous, on se retrouve avec nos deux étudiants, Julie et Tim, qui ont créé un t-shirt dans un vlog que vous allez retrouver juste après. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Avec Julie, on va se mettre un petit défi. On va essayer de faire un t-shirt. On est des gros débutants en graphisme et donc le but aujourd'hui c'est de créer un t-shirt pour se mettre au défi et de voir comment on s'en sort avec nos bases en graphisme et essayer de faire un truc cool. On va commencer par aller sur Pinterest. On va pouvoir commencer par faire des petites recherches. Et grâce à ces recherches, on va trouver notre direction artistique. Sacre bleu, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle Julien Nguyen, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de BUT-MMI. Je suis bébé graphiste. Là où je me sens la plus créative et la plus à l'aise, c'est dans le branding, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et dans le graphisme en général, j'essaye d'apprendre un peu de tout et d'apprendre dans tous les domaines, être polyvalente. Là, il y a une petite piste qui commence à nous émerger et potentiellement faire un terrain de basket sur le t-shirt. Et je me dis en vrai jouer aussi sur les lieux, genre donc il peut avoir un élément ici, donc par exemple des balles de basket exactement comme la ref. Là dans ce style là c'est grave cool aussi, beaucoup plus graphique. En vrai on pourrait jouer sur les formes de ce qu'on voit, genre tu mets que les lignes de ton terrain de basket et donc on sait pas si c'est un terrain de basket ou si c'est un ballon de basket, donc tu mets que tes lignes avec une couleur ou un truc et du coup ce qu'il y a entre chaque ligne c'est du vide. Au niveau du matos qu'on utilise pour la vidéo, actuellement on est au studio de Carbone Café, qui est du coup une agence de communication qui est basée sur Mulhouse, et on les remercie de nous avoir prêté le matériel. On est en train d'utiliser une FX3 avec un 2470, ainsi qu'une A7 IV aussi avec un 2470. On a ici une Nanlite 300B et une Nanlite en tube RGB. Du coup, je trouvais une inspi qui peut peut-être être intéressant, c'est la citadelle de Kowloon. C'est une citadelle qui était une enclave chinoise au milieu de la colonie de Hong Kong. Et en fait, il y a tellement de population là-bas qu'ils ne pouvaient plus s'élargir et ils étaient obligés de s'agrandir sur la hauteur. Architecturalement parlant, c'est à la fois ordonné parce que c'est des grands bâtiments qui sont tous sur la hauteur et à la fois hyper désordonné parce qu'il y a plein d'infos partout. Moi, c'est Timothée Desigo, Team Dova sur les réseaux sociaux. Je suis photographe, vidéaste en alternance, donc je suis un tout petit bébé dans le monde de la création. Donc d'abord, on est parti sur le domaine du sport, mais finalement, on a eu une autre idée et on s'est penché vers l'architecture et vers la cité de Kowloon. Ensuite, on a fait le croquis. On a commencé par mettre 2-3 petites formes à droite et à gauche. Et donc, de ces formes, on en est venu à ça. C'est dans un style ultra brutaliste, mais très, très minimaliste d'ailleurs. C'est des formes super simples, des carrés, des ronds, des rectangles. On a clairement une sensation de densité et de blocs ultra compacts entre eux. Prochaine étape, c'est de mettre tout au propre pour bien visualiser ce qu'on va faire sur les t-shirts et de se donner une idée vraiment claire. Allez. Nous sommes de retour après cette première partie. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin du live pour assister à toutes les étapes du vlog de Tim et Julie. En attendant, nous nous retrouvons à nouveau avec Mathias qui était déjà présent auparavant, qui est actuellement chez Carbone Café. Tu peux te présenter très, très rapidement. Oui, tout à fait. Moi, c'est Mathias. Je suis chez Carbone Café en graphisme et photo depuis 5 ans. Et maintenant, nous accueillons également Cécilia Luna, qui est freelance. Et tu peux te présenter maintenant pour dire ce que tu fais et qui tu es. Alors moi je suis freelance depuis bientôt 3 ans, donc je suis dans la photo, j'ai commencé par le graphisme, j'ai fait une école de motion design et par la suite donc là j'ai fait beaucoup de graphisme et maintenant je suis plus dans la photo vidéo. En général je travaille avec des clients qui sont ok d'avoir une patte artistique assez décalée
Ok. Donc, pour le moment, je suis en année sabbatique. Je vais reprendre des études, mais du coup, en attendant, je fais des projets créatifs Ok. Bien. Des études dans quoi? dans le documentaire. Documentaire. Ouais. Ok, ok. Et du coup, comme on peut le constater, toi Mathias, tu es salarié chez Carbone Café et toi Cécilia, tu es full freelance. Ouais. C'est deux parcours complètement opposés. C'est quoi qui t'a attiré principalement à être dans la freelance plutôt que le monde du salariat? Alors, moi, je l'ai tout de suite su que le salariat, c'était pas pour moi. Ouais. Je pense que on peut pas dire que le freelance, c'est contre le salariat. Enfin, c'est deux opposés. Je pense que ça dépend juste de chaque personne. Moi, j'ai toujours voulu avoir un contrôle sur ma vie. Pas dans le sens où dans le salariat, tu peux pas en avoir, mais dans le sens où j'aime sélectionner mes clients, j'aime configurer ma semaine comme j'ai envie. J'ai commencé toujours dans le freelance. En fait, dès mes 14 ans, je bossais, je trouvais des petits clients. D'abord babysitting, hein, rien de très artistique. Mais ensuite, à mes 18 ans, j'ai ouvert un institut d'esthétique à mon compte. Et dès qu'il fallait que je sois un peu dans le salariat, parce que j'ai dû y passer, je pense que c'est des étapes par lesquelles forcément on doit passer en tant que freelance. Au bout de 3 mois, j'en pouvais plus. donc non, moi j'ai toujours su que c'était le freelance. Bien sûr, je vais devoir repasser par des étapes de salariat pour arriver là où je souhaite aller, si je peux dire ça comme Oui, ça. bien sûr. Mais non, à l'heure actuelle, c'est le freelance. Ok. Et toi, Mathias, t'as déjà pensé à te lancer à ton compte ou... Alors moi je suis déjà à mon compte. Ok. En fait on a de la chance, c'est qu'à Carbone Café on peut faire les deux. Donc ça c'est vraiment génial et merci à mon patron de pouvoir me laisser faire ça. Ça, c'est sûr que c'est vraiment un plus. Maintenant je suis surtout passé par le freelance pour avoir aujourd'hui le CDI que je voulais dans la boîte de com que je voulais. Je pense qu'il y a des pour et des contre dans chacun des deux secteurs d'activité, c'est sûr. Maintenant, j'ai conscience que l'agence de communication dans laquelle je suis m'a ouvert des portes chez des clients sur lesquels j'aurais jamais pu penser travailler un jour en freelance ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je pense que pour moi, le CDI me convient très bien, quoi. Ouais, comme Puma, tu le disais avant, par aux exemple. clients. Pourquoi pas en freelance un jour, hein, mais On verra. c'est jamais. Et tu trouves le temps? Parce que Euh, souvent, avec le bah, salariat, ça on prend dort mal. Ouais, Voilà. Non, c'est sûr que l'agence de communication prend beaucoup de temps. C'est sûr que oui, le freelance en prend aussi beaucoup, mais les agences de com sont quand même très rigoureuses et très sélectes. On sait que les places sont très chères en agence de com, donc forcément on donne son maximum à chaque fois. On a une pression des délais, on a une pression des qualités, on a une pression des timings, comme en freelance, hein, j'ai envie de te dire aussi. Ouais. Mais oui, c'est deux mondes différents, mais pas tant. Ouais. Ok, Pas tant. très bien. Et justement, Cécilia, tout à l'heure, Mathias nous a parlé de son projet à lui qui nous a envoyé. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu faisais de la photo principalement et Ouais. aussi de la vidéo, que tu t'es un peu orienté là-dessus récemment. Ouais. Et tu nous as envoyé une série de photos Mhm. que tu as voulu sélectionner pour nous en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi celle-ci et pourquoi tu es une hacker? Alors, du coup, j'en ai mis plusieurs. J'ai sélectionné des photos du Sénégal parce que ça a été l'un des voyages les plus beaux que j'ai fait. Je suis partie là-bas pour réaliser un documentaire avec un ami. En fait, on est parti sur un coup de tête. On a sélectionné un sujet, on est parti, on connaissait rien. Ouais. Et j'avais toujours ma caméra du coup en mode vidéo, mais de temps en temps, hop là, je la mettais en mode photo et je me faisais un petit peu plaisir. Et moi, ce que j'aime dans la photo, c'est cette spontanéité. C'est un moment qu'on ne pourra pas recréer. Comme en studio, par exemple, en studio, on peut vraiment prendre le temps de créer l'espace, de gérer le modèle. Alors que quand on est sur des documentaires, quand on est dans le pays, il faut vite prendre son appareil et sélectionner le bon moment, Oui. avoir le bon moment. Et je trouve que c'est ça ce qui est intéressant. Et c'est surtout le regard. Le Ouais, regard ouais. des personnes qui est le plus intéressant. On voit que c'est ce sur quoi tu joues beaucoup quand on regarde Ouais. ta galerie photo. En tout cas, Mhm. dans nous, ce qu'on a pu voir en plus de ce que tu nous as envoyé, il y a beaucoup de focus sur le regard des gens. Ouais. C'est quelque chose vraiment qui te passionne particulièrement lorsque tu prends de la photo, quoi. Ouais, principalement parce que je trouve qu'à travers le regard, on peut retranscrire tellement d'émotions. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et justement, dans le chat, on nous a demandé comment est-ce que tu as procédé pour justement trouver tes premiers clients en tant que freelance, parce que tu as dit tout à l'heure que tu as la liberté de choisir ceux avec lesquels tu veux travailler, mais on sait que c'est pas simple pour tout le monde qui veut se lancer. Non. Comment est-ce que tu démarches dans ce cadre-là? Je fais pas de prospection, donc c'est vrai qu'il faudrait en faire quand même, mais j'en fais pas. Parce qu'à côté, du coup, j'ai mon institut, donc je peux combler mes mois si besoin.
Donc ça me laisse quand même la liberté de sélectionner. Mais mes premiers clients, mon tout premier client, j'étais en première année de graphisme et architecture avant de faire du motion design. Et je travaillais dans une piscine. Et donc j'ai dit, je fais de la photo, du graphisme. Lui, il gère un club de foot. Il m'a dit, si tu veux, tu peux faire la DA. Et petit à petit, après, j'ai rejoint un collectif à Mulhouse qui s'appelle La Rich Life. Et ils m'ont permis aussi de trouver des clients, de me lancer. Donc je pense qu'il faut vraiment s'entourer. Et à Mulhouse, on a l'opportunité d'avoir le Squart, c'est un peu une pépinière d'artistes. Donc on a des studios d'enregistrement, des studios photos. Et quand on se retrouve là-bas, on rencontre vraiment beaucoup de personnes. On peut parler de nos projets et se connecter avec d'autres artistes. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé un peu à aller de plus en plus vers l'audiovisuel et plus le design comme le graphisme et le motion? Pendant mon bachelor en motion design, je détestais utiliser Cinema 4D. Donc j'ai vite compris que je préférais avoir une caméra. Et petit à petit, je me baladais dans Strasbourg. Et en fait, ça a commencé... C'était tellement logique que je travaille, que je sois photographe, parce que depuis petite, j'ai je crois que ça s'appelle un Kiddy Zoom. Juste appareil. Je faisais des vlogs, j'ai encore tout. Je faisais des vlogs, mon père a filmé toute mon enfance. Donc pour moi, c'était juste logique en fait que je sois dans ce domaine-là. Et j'ai testé donc l'architecture, le graphisme, mais c'est par la photo que j'arrive le plus à montrer ma vision du monde. Ok. Donc voilà. Parce que du coup, vous êtes tous les deux très multitâches, vous avez beaucoup vous avez une grande polyvalence chacun. Ouais. Mais est-ce que, selon vous, aujourd'hui, c'est un simple atout lorsqu'on veut être freelance ou salarié, ou est-ce que c'est même essentiel aujourd'hui de savoir faire de la vidéo, du motion, du graphisme pour espérer s'en sortir? Pour répondre chacun de votre côté dans des cas différents. Très bonne question. Ouais. Moi, je pense que les deux routes sont envisageables. Je pense qu'on peut d'une part être... En fait, le problème, c'est de se diversifier comme ça, c'est qu'à un moment donné, on peut se retrouver aussi très moyen dans tous les domaines qu'on veut faire. C'est-à-dire, on est moyen en graphisme, on est moyen en photo, on est moyen en vidéo. Et malheureusement, ça va toujours être moins intéressant d'être moyen dans plusieurs domaines que d'être très bon dans un seul. Et donc, du coup, après, il n'y a pas de recette miracle, hein, forcément. Ouais. On est forcément obligé de passer par une étape où on est moins bien ou moins à l'aise dans un domaine pour pouvoir progresser ensuite. Mais je pense qu'il y a deux routes qui sont complètement différentes. C'est à chacun de trouver sa route, en quelque sorte. Ouais, je suis d'accord parce que j'ai pas mal de proches qui, eux, se sont vraiment focus dans un domaine. Et par exemple, quand on demande à une personne, ça fait depuis combien de temps que tu fais de la photo, on peut pas vraiment le dire. Parce que moi, je pourrais te dire ça fait 3 ans, mais en soi, je suis au même stade qu'une personne qui en a fait depuis 1 an, mais qui s'est vraiment focus dedans. Parce qu'en fait, j'ai fait plein d'autres domaines en même temps. Donc forcément, ça a pris plus de temps. J'ai pris plus de temps à acquérir certaines compétences. D'accord, ok. Ok, franchement, c'est super intéressant, vos deux parcours. Merci. C'est vachement passionnant. Et maintenant, sur live, on va passer à la React Info. Donc, je sais pas si vous avez vu, récemment, Apple, ils ont sorti une suite créative avec un abonnement à 13 € par mois. C'est une grosse concurrence à Adobe qui comprend toute la suite de création d'Apple, Ok. que ce soit Final Cut pour le montage vidéo ou la musique. Et je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez peut-être revoir votre moyen de créer les Non. outils. Forcément, historiquement, moi j'ai eu l'habitude de travailler sur tout ce qui est logiciel Adobe, donc et je vois pas pourquoi je devrais changer. Et ensuite en agence aussi, on travaille uniquement avec les logiciels Adobe. C'est beaucoup plus simple quand on est en relation avec d'autres créatifs qui utilisent les mêmes licences que nous. Mais c'est vrai que d'avoir un peu de concurrence de la part d'Adobe, ça ferait pas de mal. C'est clair que quand on voit d'autres arrivants comme Affinity qui proposent une bonne solution alternative à Photoshop, ça permet de faire réfléchir certaines entreprises qui mettent déjà un certain coût dans la licence Adobe pour chacun de leurs employés. Selon vous, c'est quelque chose qui peut potentiellement changer si Adobe n'arrive pas à se bouger et à proposer des meilleurs services? Ou est-ce qu'ils sont plus ou moins bien installés pour ne pas se considérer comme en danger et déjà avoir un certain monopole dans le marché? Moi, je trouve qu'ils sont déjà bien installés, hein, parce que dans les écoles, principalement, on utilise quasiment tous Adobe. Maintenant, il me semble que les personnes en MMI utilisent des nouveaux logiciels, si je me trompe pas. On est principalement sur la suite Adobe. Ah, principalement, ok. Mais on Parce que commence à j'avais intégrer entendu, Affinity, oui. justement, j'avais entendu parler de ce logiciel.
Mais en fait, une fois que tu sais utiliser un logiciel, c'est dommage de passer sur un autre, tu dois tout apprendre. Après, ça reste un challenge, c'est tout aussi intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu mon confort sur Photoshop. J'ai pas payé mes études pour réapprendre un nouveau logiciel. Hein. Ouais. En fait, c'est sûr que je trouve ça plutôt intéressant d'avoir d'autres choses, mais le problème, c'est qu'il faut que dans les écoles, ça puisse suivre aussi. C'est sûr qu'en tant qu'étudiant, quand on a l'habitude de travailler sur les logiciels Adobe, on ne change pas vraiment plus tard. Alors que si au contraire on intègre d'autres logiciels dès les études, on peut peut-être éventuellement changer et tout, mais c'est clair que je pense pas pouvoir changer encore. Au-delà justement de l'aspect informatique du matériel qu'on utilise, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que vous utilisez concrètement comme appareil lorsque vous devez filmer, cadrer, faire de la photo. Tout le monde a ses petites préférences. Petites préférences forcément. Mais est-ce que vous pouvez un peu détailler quels sont vos logiciels, boîtiers, objectifs tout ça. On est tous les deux sur Sony, je crois. Ouais, donc, Team Sony. Ok. Team Sony. Moi, je suis avec l'A7R4. C'est pas l'idéal, il est bien pour la photo. Mais pour la vidéo, c'est un peu cata quand on est en basse lumière. Donc, éventuellement, passer sur le dernier Sony, l'A7V, qui est incroyable. Okay. Mais je reste dans la Team Sony. Okay. Et au niveau des objectifs, 24-70, le plus polyvalent, je trouve. Ok. Mais c'est toujours intéressant. Ouais, mais c'est toujours intéressant d'avoir un fixe parce que je trouve que tu as un meilleur piqué quand même. Enfin, oui. Ok. Et moi, du coup, je suis sur A7 IV. Donc, c'est vraiment aussi pareil, un appareil hyper polyvalent qui est très très bon en photo, qui est très très bon en vidéo, full frame en plus, donc que du bonheur de travailler avec. Un peu surexposé, un peu sous-exposé, c'est pas grave. Il faut shooter le moment. Je travaille donc avec un objectif 28-70 de chez Sigma, un 16-25 de chez Sony et un 24-50 de chez Sony aussi. En fait 24-50 parce que c'est un format qui est un peu plus compact et qui est un peu plus facile à travailler aussi lorsque je pars en voyage ou quand je pars en déplacement parce qu'il est vraiment tout petit. À côté de ça, j'ai aussi un Fujifilm X106. Donc lui c'est focale fixe 23 mm en APS-C, donc équivalent à peu près 35. C'est un boîtier que j'adore parce qu'en fait il te redonne la sensation d'être sur un 35. Alors attention, je vais pas commencer à dire que c'est de la pellicule argentique non plus. Mais les couleurs et tout. Alors les couleurs d'une part, mais aussi le fait d'avoir une focale fixe, pas interchangeable. En fait, ça te redonne juste les bases de la photo. C'est-à-dire se déplacer, se rapprocher du sujet si tu as envie de shooter quelque chose d'intéressant, de te tourner, d'être juste dans le moment présent à shooter avec un appareil et c'est tout. Les deux, vous faites de la vidéo. Ouais. Et là, j'ai un commentaire dans le chat qui demande si vous utilisez DaVinci ou Premiere. Parce que, en tant que créatif, on sait que DaVinci, ça commence à être peut-être même mieux que Premiere, que ce soit en colorimétrie, etc. Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Moi, j'ai appris sur Premiere, mais je suis très vite passée sur DaVinci. Parce que je trouve l'interface beaucoup plus agréable. Donc, même au niveau de la colorimétrie, en fait, le feeling, il est passé parfaitement entre moi et DaVinci. Donc comme quoi, malgré tout le fait qu'on reste attaché à la licence Adobe, on arrive à se détacher sur certaines parties d'entre elles. Finalement, ouais. Alors moi, c'est plutôt quand je veux être très rapide, j'utilise Premiere. Quand je veux quand je veux travailler plus spécifiquement la colo, je suis sur DaVinci. Mais c'est vrai que moi, j'ai encore un peu de mal de passer à DaVinci parce que c'est un logiciel qui est hyper complet, qui est quand même très différent au niveau de l'interface de Premiere. Et donc moi, vu que j'ai tous mes repères sur Premiere, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Et en plus aussi, pour intégrer du motion design par-dessus, quand on fait des petites vidéos à l'agence, on fait de la vidéo, on intègre un peu de motion design par-dessus. C'est pas du tout le même système dans DaVinci. Et donc, forcément, ça sera un peu... Le rendu sera pas la même chose sur DaVinci. Moi, dans mon cas, par exemple, je sais que j'ai du mal à passer sur DaVinci. Ouais. Le système de nœuds, par exemple, qui est plus complexe, mais par contre, qui laisse plus de... C'est un combat, ça. C'est ça. J'en fais des cauchemars. Écoutez, merci. Nous, on va passer sur un jeu. On va passer sur le jeu du logo pixelisé. Oh yeah. Donc, sur la télé, il va y avoir un logo qui va apparaître, qui sera pixelisé, et de plus en plus dans le temps, il va devenir clair. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Okay. Et si vous avez des anecdotes sur le logo...
J'espère Ok. que vous êtes chaud. Dans le chat aussi, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'écrire. Vous pouvez participer, c'est de le deviner avant nos intervenants pour jouer le jeu. Aldi. Ok, je l'ai pas pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est un peu dur. À peine la palette de couleurs, oui, c'est clair. C'est une carotte. Ça, c'est CTRL S. Bah bien joué. Tu l'as. Ça y est, il l'a eu. CTRL hein. S. Ça. Oh purée. Ok, ça va, je l'ai. Je Tu l'as l'ai. eu je l'ai. Ça y vite est. quand même. Hein. Franchement, Ouais, de ouf. Pour la limite, GG à je toi. l'aurais eu, mais c'est vrai qu'on distingue à peine la palette de couleurs au début. Est-ce que vous avez, en tant que vous que graphiste, un avis sur le logo et même la charte en général qu'on a mis en place pour l'émission? C'est J'ai intéressant adoré. d'avoir un point de vue extérieur, Moi, j'ai adoré la palette colorimétrique. c'est vrai. Ça, c'est punch, ça envoie. qu'on essaie de remettre dans le décor en plus. Mm. Ouais, c'est- Moi, j'ai trouvé ça c'est bien. hyper sympa. Le logo est hyper cool et franchement, le sens derrière tout ça, je trouvais ça hyper intéressant. J'ai bien aimé le petit motion design, le petit CTRL S. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Donc, c'est sûr qu'on s'y retrouve directement dans le petit motion design. Je trouvais ça sympa. Bah, c'est super d'avoir un avis extérieur vis-à-vis de ça. On peut passer au logo suivant, à la prochaine épreuve. Ok. Ok. Allez. Alors là, pour l'instant, Là, c'est assez Ok, compliqué. ça marche. Oh waouh. 10 heures. Ouais. Bien joué. ah, bien joué. Ouais, t'es chaud. Ah, moi, je suis Team Spotify. Spotify moi. aussi, voilà. mais Voilà. j'harcèle un peu les gens Team 10 heures, c'est pour ça. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez suivi un peu à l'époque la refonte totale de Deezer du logo, ouais. qui, Sympa. qui était vachement intéressante en vrai. Après, je sais pas dans le chat si vous préférez celle d'avant ou après, vous pouvez nous le dire. Mais Et justement, en matière de rebranding, ça a quand même fait un peu parler, un peu parler de lui, on peut le dire. Il y a des gens qui ont beaucoup moins apprécié ce changement. Est-ce que vous, justement, en voyant ça, vous avez en tête des rebrandings qui vous ont marqué, que ce soit positivement ou négativement, mais vraiment, vous vous êtes dit, ah tiens, je m'attendais pas à ça comme changement dans cette image de marque? C'est sûr, mais là, de tête. Ouah, de tête. si vous en avez pas, c'est pas grave. Hein. Ouais. Là, comme ça, directement, non, j'en ai pas spécialement. Mais c'est vrai que des rebrands en tant que graphiste, on en fait très souvent. Mm. Et donc, du coup, je trouve qu'en ce moment, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir travailler des logos qui sont hyper adaptables. On est à l'ère de justement quelque chose de très minimaliste et quelque chose de très adaptable parce que justement les logos ils sont obligés d'être en très petit support comme imprimés en très grand aussi, donc ils doivent être reconnaissables directement. Là dans le cas de Deezer, je trouve que c'est hyper intéressant justement ce rebrand parce qu'on a à la fois le cœur, donc la musique, tout ce qui s'entoure, c'est le love, c'est le partage, c'est tout ça. Et à la fois les petites ondes qui te fait travailler un petit peu ce côté musical. Et je trouve que au-delà de ce logo, la charte qu'ils ont mis en place et comment ils l'utilisent au quotidien, je trouve ça hyper intéressant et hyper varié, hyper riche. Et les couleurs aussi très flashy, très... franchement, ça provoque beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper réussi, je trouve, pour cette part. En tant que rebranding, on peut penser notamment aux marques de voitures. Il y a eu récemment Jaguar ou encore Peugeot qui ont complètement changé de trajectoire. Peut-être que là, ça vous inspire un peu plus sur la vie de la chose. Est-ce que vous avez vu passer certains d'entre eux et même si vous avez un avis rapide dessus ou pas? Pas spécial. Ben, en fait, je trouve que d'une manière générale, de toute façon, quoique la tendance est peut-être un tout petit peu en train de changer, mais d'une manière générale, ces dernières années, on avait beaucoup de rebranding hyper minimaliste. Ouais. Ouais. Et les gens, ils Je commencent pense surtout aux marques, par exemple, de luxe, qui ont perdu une bonne partie de leur identité quand ils ont rebrand, type Burberry, Dior. Surtout sur les typos. Hein. Ouais, surtout sur de la typo Ah, qui justement n'a plus le même caractère on a, qu'avant. on a oublié le sérif en fait. Ouais. On a oublié complètement Exactement. le sérif, alors que le sérif, c'est délicieux. Et donc voilà, ouais, je trouve que ça, c'est juste un peu dommage que cette forme de minimalisme
couplé aux logos qui sont hyper adaptables, en fait, ça fait perdre une partie de l'identité de la marque qui sont historiquement hyper fortes, historiquement hyper implantées, alors qu'on pourrait justement, au contraire, jouer sur ce côté historique et d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant à travailler graphiquement, en dehors du minimalisme. Ok. Ben, on passe à la 3e round, le logo numéro 3. C'est parti. Ok, donc on passe Ok, tout violet à tout rouge. ok, tout rouge. Ça marche. Rien qui vous inspire pour l'instant. Adobe. Voilà, bah, bien. Ah oui, oui, Waouh, oui, deux, hein, oui, quand même. clairement. Ouais, Pour ouais. l'instant. Non, clairement. Même Adobe, une on distance parlait. là. Mais attention, hein. J'étais bien parti pourtant, mais. Adobe dont on parlait tout à l'heure, quelque chose à noter en particulier sur leur charte. On voit que quand même le logo de leurs applications devient aussi de plus en Ouais. plus simple. Mm. Mais est-ce que vous, Oui. vous avez un commentaire à faire là-dessus ou pas du tout? Non, tant que ça fonctionne. Ils sont, Ça fonctionne, ils sont dans la Si, ça création, fonctionne. donc ils sont dans la création, donc forcément ils se doivent de suivre certaines tendances aussi. Donc là, dans ce cas-là, ça fonctionne très bien et en plus on arrive à reconnaître directement les logos des différentes applications. Donc ouais, ça fonctionne. Hein. Très bien. On peut passer à la suite. Avant-dernier round. Pour l'instant, rien n'a été trouvé, juste à la palette de couleurs. Ouais. Ouais, c'est clair. Et là, d'un coup... Minecraft. Ah, non. Ah ouais. C'est- Pourtant, il est dans notre domaine. Hein. Pourtant, Ouais. oui, c'est que des trucs qui sont relativement dans notre domaine. C'est Affinity. Voilà. Oh, C'est Bah, Affinity. voilà. Je connais Bien pas. joué. Ouais, Affinity. C'est vrai que quand on voit de base la palette de couleurs vert et le côté foncé qui est Ah à ouais. cause du noir, ça ne nous vient pas tout de suite à l'idée. Ouais, Voilà, ouais, comme c'est tu clair. en parlais tout à l'heure. Très belle typo. Qui, Ouais. vient, qui vient un peu de loin, Affinity, parce que du coup, alliance avec Canva. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, Canva a racheté Affinity. Ok. Et de base, Affinity était un logiciel de PAO qui était avec une licence et maintenant qui est devenu totalement gratuit. Trop Oui. bien. Et Je l'ai téléchargé, je l'ai sur mon Et ordinateur, tu l'as je fait. ne l'ai jamais ouvert. Bah, Mais je l'ai quand même téléchargé au cas où un jour les créateurs de Canva, etc. le mettent payant. Au moins je l'ai. Maintenant, c'est parce bon. qu'ils sont capables Malin. aussi de sortir la version gratuite pendant une durée limitée Ouais. et de la mettre payante pile après. Mais je l'ai en tout cas. Mais C'est dans la boîte. c'est ça, c'est dans la boîte. Et je pense qu'on peut passer maintenant au dernier round de ce jeu, le dernier logo pixelisé. Une fois, Avec pas la trouvé palette. directement. Ah, c'est fou ça. c'est vrai que c'est 4 pixels, C'est vrai que là, juste 4 couleurs, c'est assez What compliqué. surtout quand on a d'autres qui Figma. apparaissent. Google Non. Plan, non Figma. Google- Non, Microsoft, Figma non. non, Non, non plus. non plus. Ah là, tiens, là, pour une fois, un peu de mal. Mais c'est Creative Cloud. Ah non, Final c'est Cut Final Cut. Voilà. Oui, Et Final voilà, Cut. elle a eu ouais, juste exactement. avant. Donc, Ah, du t'es coup, chaud. ça fait un Toute la nuit, j'ai répété les deux. Ils n'étaient pas au courant en tout cas qu'il y avait ce jeu-là, mais vous avez réussi à vous en sortir. Ouais. Final Cut, on a très rapidement abordé tout à l'heure quand on parlait justement du nouveau bundle d'Apple qu'ils ont lancé, dont les offres d'ailleurs s'élevaient, comme on a dit, à 12,99€ pour les personnes qui ne sont pas étudiantes et à 3 euros, Ouais. exactement 2,99€ par mois pour les étudiants. Ça peut être quand même vachement avantageux pour les personnes qui ne veulent pas se permettre d'avoir Adobe parce que ça reste un prix, malgré le fait que par exemple nous en Mimi on dispose d'une licence à un prix relativement très réduit, mais une offre comme ça peut être assez intéressante. Vous avez déjà essayé le logiciel par rapport à d'autres logiciels de montage? Pas du tout. Oui. Vite fait, parce qu'il y a des montages préfaits. Et Ah. mon père voulait une vidéo de moto, donc j'ai tout mis dedans. Hop, le montage préfet. Mais l'école dans laquelle je vais étudier, justement, eux disent, on va utiliser Final Cut Pro. Ça m'attire pas vraiment, mais pourquoi pas. Ça- À voir. Ce sera un truc en plus à ton attirail, Ouais, c'est ça, exact. c'est clair. Bah, justement, moi je trouve ça hyper intéressant en fait de sortir cette offre-là parce que déjà de 1 ça va concurrencer Adobe et de 2 c'est comme ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire que je trouve ça hyper intéressant de cibler les étudiants parce que c'est Ouais. eux l'avenir, Mhm. c'est eux qui vont utiliser Les futurs les logiciels utilisateurs, par la suite et forcément d'intégrer les logiciels dès le début, ça permet d'avoir directement un étudiant qui sort des études avec un logiciel comme Final Cut et pas forcément Premiere Pro comme domaine de Ouais, parce prédilection. que là, on parle de logiciel de montage professionnel.
Parce qu'en soi, il reste professionnel. Mais genre, par exemple, CapCut aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour les réseaux sociaux. Ouais, c'est rapide. Je sais pas si vous l'utilisez, vous, dans J'aime- votre cas perso. Parfois, mais je suis pas fan parce que j'aime pas travailler sur un petit. Ouais, un petit espace de petit- travail. Ouais, exact. Je trouve ça intéressant en fait aussi pour pour des étudiants ou pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre de l'argent dans une licence. Quoique la version payante est très intéressante aussi, mais en fait ce qui est bien c'est que pour moi CapCut je l'utilise pas trop, mais l'utiliser pour les réseaux sociaux je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, il est quand même assez lié avec TikTok, Instagram, tout Ouais, ça. c'est Et vrai. donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez optimisé pour les réseaux sociaux. Ok. Et dans le chat, ça nous dit qu'ils ont eu un score assez Assez compliqué. bas, ouais. Il y en a qui ont eu un peu de mal en tout cas à s'en sortir. Vous, ça vous a fait quoi là d'essayer de tester vos capacités à reconnaître des logos avec de simples palettes de couleurs? Est-ce que vous sentez que en tant que graphiste, ça vous aide ou pas spécialement dans votre cas? C'est rigolo. C'est rigolo. C'est un petit challenge. Ouais, c'est un petit challenge. Non, c'est intéressant. Ça montre à quel point c'est important d'avoir vraiment sa patte graphique, enfin sa charte graphique, et à quel point avec quelques petits pixels, on peut reconnaître justement une entreprise, un logiciel. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai rien à ajouter, toi, Victor. Rien à ajouter non plus, en tout cas je pense qu'ils ont tout dit, oui. C'est Mathias, merci d'être venu. Parce qu'on va merci passer à à la vous. suite. Donc on te remercie d'être venu. Et nous on va passer à la deuxième partie du vlog. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, dans la première partie du vlog, il y avait Tim et Julie où ils se sont lancés le défi de créer un t-shirt. Donc ils parlaient de branding, brainstorming. Et là on va passer à la deuxième étape du vlog où ils vont continuer le projet et voir sur ce qu'ils vont finir en fait. Donc, à tout de suite. Hey, comment on se retrouve? Hello. Bienvenue dans cette deuxième partie du live. Comme on l'avait dit la dernière fois, il y a quelques petites idées qui ont pu mûrir et des idées qui ont complètement émergé alors qu'on n'y pensait pas du tout. Et on va tout vous montrer. On a eu quelques petites idées par rapport à un cheval noir. En fait, en écoutant le son de Dinos, où il utilise un son de cheval en intro du son, en fait, on s'est dit, mais juste let's do it, utilisons un cheval. Alors là, on se rend sur un site d'archives d'images libres de droit. Le site se nomme Public Domain Image Archive. Et en fait, c'est un site qui tout simplement répertorie toutes les images qui sont tombées dans le domaine public. Et donc, on peut réutiliser, nous, pour nos assets, pour faire du graphisme. Donc c'est un super site pour trouver plein d'images libres de droit et vraiment avec des styles vraiment différents. Et surtout, c'est des images assez anciennes et franchement, elles ont toutes un style vachement à part et qui dénote vachement de ce qu'on peut voir des images libres de droit de base ou juste des images qu'on peut trouver sur Pinterest. Donc l'idée c'est de trouver peut-être sur ce site soit des inspirations, des petites assets qu'on pourrait utiliser pour les t-shirts. On a passé quelques petites heures sur le début de ce qui va nous servir de brouillon. On est parti sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait avant. Plutôt de Bauhaus, cubisme, plutôt rien à voir. En fait, on est parti plus d'une illustration cette fois pour avoir un truc un peu plus londonien, anglais. Donc là, on va encore devoir travailler sur cette idée-là parce que pour l'instant, c'est encore un brouillon, même s'il est vachement avancé. Je pense qu'on va encore chercher des polices pour avoir des polices un peu plus contrastées, avoir du travail de typo dessus. Avec une police assez élégante. Et même, par exemple, une typo en beaucoup plus grosse. Réfléchir aussi au positionnement sur le t-shirt. Ça, c'est probablement l'arrière, mais du coup, il faut un avant. Donc toutes ces réflexions, on va les avoir et on va te les présenter juste après pour la dernière partie de ce vlog. Nous nous retrouvons après cette deuxième partie du vlog avec Tim et Julie. N'hésitez pas encore une fois à rester jusqu'à la fin de ce live pour voir quel est le résultat final de leur t-shirt. Cette fois-ci, nous sommes toujours avec Cécilia, mais accompagnés cette fois-ci de Julie. Pouvez-vous vous représenter avec quelques mots pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas qui vous êtes? Donc moi je m'appelle Cécilia, je suis photographe vidéaste depuis presque 3 ans. Et moi, du coup, c'est Julie Plaisant et je suis graphiste chez Carbone Café maintenant depuis 2 ans et demi à peu près. Donc Cécilia, avant tu disais, pour les gens qui étaient pas là dans le live, tu as commencé avec du design. Du Et graphisme. du graphisme, ouais, donc toi aussi Julie. Oui. Quel a été un peu vos parcours, on va dire en général, sur le Voilà, design? est-ce que l'école a aidé à faire ce que vous êtes plus ou moins aujourd'hui, selon vous? Ouais, quand même, j'étais d'abord à l'ISA, Strasbourg. Donc en fait, de base, je voulais être architecte d'intérieur.
Donc il y avait cette première année graphisme, architecture d'intérieur. Je me suis vite rendu compte que je me sentais limitée dans l'utilisation des matériaux. J'avais besoin de plus de liberté. J'ai une copine qui m'avait dit « Ah, toi, je te vois bien en motion design. » Je savais pas ce que c'était, j'ai postulé et j'ai essayé. Ouais. Et moi, du coup, j'ai fait un DN Math graphisme à Ilkirch, à côté de Strasbourg. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, même dans ma manière d'apprendre. J'ai un petit peu appris à apprendre et à me cultiver aussi. Et ce fut 3 années très intenses, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai fait du coup un master en alternance. Et là, en entreprise, j'ai appris mais le double de ce que j'ai appris en 3 ans, du coup. Surtout en vrai, mettre en pratique finalement Oui, c'est ça. ce que tu as appris, c'est clair. Et justement, en mettant en pratique, tu nous as aussi envoyé un projet, comme Cécilia qui a présenté le sien et Mathias, Oui. une série de photos pour un certain journal. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi tu as choisi ce projet? Oui, alors du coup, encore une fois, c'est un projet pour Impact. Donc Mathias avait aussi fait un projet pour Impact, il vous l'a présenté avant. Ça a été pour annoncer la liquidation du shop qui était il y a un peu plus d'1 an maintenant, via un réel, donc sur les réseaux sociaux. Et l'objectif, ça a été de créer du coup un petit peu un support narratif tout au long de la vidéo. Et du coup, ce support narratif, ça a été vraiment le journal que l'on distribuait dans la vidéo dans Mulhouse à plusieurs personnes. Et ce projet, il a été vraiment super cool, je trouve, puisque je viens du coup d'une licence où on faisait beaucoup de print. Et c'est vrai qu'avoir des projets print en agence, ces temps-ci, ça court pas des rues. Tout le monde est très social media, enfin ce genre de choses. Du coup, j'ai vraiment pu m'amuser là-dedans. Et c'est vrai qu'avoir en fait le résultat d'un projet dans ses mains et en physique, ça fait toujours quelque chose. Et en plus de ça, sur ce projet, il n'y a pas que moi, il y a vraiment Mathias qui a vraiment drivé le tout. Enfin, il a fait du super taf. Et en plus de ça, il y a vraiment le pôle vidéo, le motion, enfin, tout s'est super bien articulé sur ce projet. Ce qui fait que il y a eu un rendu vraiment super cool et on était assez contents du résultat. Surtout en fait, comme tu le dis, avec un peu tous les pôles. Et du coup, en soi, même le graphisme, c'est un peu la racine en fait de souvent de la plupart des projets. Tu fais les assets, etc. C'est ça, c'est vrai que chez nous, le pôle créa, c'est un peu... on centralise un petit peu tout, on va dire. On peut très bien bosser directement avec les vidéastes, qu'avec les motions, ou bien en fait que ce soit complètement interne et qu'on bosse que entre nous. Donc c'est vrai que c'est ça qui est super cool, c'est que c'est vraiment transdisciplinaire et que du coup on peut on peut souvent le retrouver dans à peu près tous les projets, cette transdisciplinarité. Justement, tout ça, ça a permis de mieux habiller ton portfolio aujourd'hui. Oui. Portfolio qui aujourd'hui prend limite plus de place que le CV dans le cas des métiers créatifs, on le sait. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est beaucoup plus important de présenter à un employeur ou à un potentiel client votre CV ou directement seulement le portfolio, si vous avez un seul des deux à choisir? Et pourquoi? Oui, et de loin. De très loin. Parce que quand tu es dans un métier créatif, ton employeur ne va pas regarder forcément les études que tu as fait, mais ta créativité, la qualité de ton travail. Tu peux avoir fait 5 ans d'études et faire des photos ou des affiches qui ne sont pas du tout esthétiques. Donc non, moi, le portfolio est de loin. C'est ça. Et en plus, dans le portfolio, en fait, on voit un petit peu la personne que tu es, on va dire. Et exactement. Ça reflète aussi une partie qu'on peut voir dans le CV. Donc, c'est forcément le portfolio qu'il faut privilégier pour moi. Est-ce que en freelance, par exemple, Sia, tu penses que le portfolio te permet de trouver des clients qui sont dans la même direction artistique que toi un peu? Bien sûr, Alors, J'avais fait quelques expositions et justement j'ai un client qui est venu, qui a regardé mes photos et qui m'a dit ok, je veux travailler avec toi parce que tu as ce style-là, tu as cette esthétique et c'est ce que je trouve intéressant parce que quand une personne vient te voir pour ton style de photo, forcément tu t'impliques beaucoup plus tu es passionné par le projet. Et je vais donner un exemple. Il y a énormément de photographes, mais c'est important de se tourner vers le bon photographe. C'est comme les tatoueurs. Je ne vais pas aller voir un tatoueur qui fait de l'ornemental alors que je veux de la calligraphie. Là, c'est pareil. Je ne vais pas aller voir un photographe qui fait des photos de boîte alors que moi, je ne sais pas, je veux des photos de mariage. Chacun a son... Bon, bien sûr, les photographes sont polyvalents, mais chacun a plus de qualité, est plus compétent dans certains domaines que d'autres, si je peux dire. C'est comme ça.
Et justement, chacune dans votre domaine, vous avez dû faire face à certaines contraintes liées au monde professionnel. Est-ce que vous estimez que dans les écoles, et même justement celles spécifiées dans le monde du graphisme et de la création numérique, on vous prépare vraiment à la réalité du terrain? Non. Est-ce que justement vous avez des conseils à donner en particulier à toutes les personnes qui voudraient se lancer ou qui commencent à se lancer, qui ont besoin de conseils, des épreuves avec lesquelles vous avez dû faire face, dont vous aimeriez parler? Moi, c'était principalement la partie administrative. Quand tu es en freelance, tu as beaucoup de paperasse. Donc, c'est important de bien s'entourer, de demander de l'aide à l'URSSAF, aux impôts, quand on ne comprend pas certaines choses. Mais cet aspect-là, on ne nous l'apprend pas durant notre cursus scolaire, alors que c'est vraiment important. Tous les éléments à mettre dans une facture, les clauses pour être respecté par son client aussi. Donc je trouve que c'est important. Heureusement maintenant, c'est triste, mais on a ChatGPT qui nous aide vraiment là-dessus, sur ce point-là. Pour moi, c'était un petit peu pareil. Là, j'ai une question dans le chat de Juliette Kuhn qui demande comment vous avez trouvé votre style. Ce qui est une question un peu compliquée. Moi, c'est mais... un gros chemin. En fait, je pense qu'on s'en rend même pas compte quand on trouve notre style. Vraiment, on s'inspire un petit peu de ce qu'on voit des personnes avec qui, les personnes avec qui on traîne, quand on va au musée, ce genre de choses. C'est vraiment l'accumulation de tout. Et en fait, notre style évolue aussi avec les années. C'est vraiment en fait notre culture graphique et le graphisme, même en général, est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Et nous aussi, et je pense que le plus important pour trouver son style, c'est tout simplement d'absorber le plus de culture, on va dire, s'intéresser vraiment à tout, d'être curieux pour juste trouver en fait ce qui nous correspond le mieux. Mais on sait très bien que ça va bouger même dans un an. Enfin, je pense que toi aussi. Bien sûr. Ouais. Quand en fait, là, je sais très bien que mon travail, dans un an, je vais le regarder, je vais me dire purée, peut-être au final, ça me plaît pas. C'est qu'on a évolué. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, on est en perpétuelle évolution. Donc, on trouve jamais vraiment notre style, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut expérimenter au maximum. C'est ça. Pour savoir qui je suis et quel est mon style à l'heure actuelle. Je suis passée d'abord par de la peinture. Donc, j'ai pris des Posca, j'avais mon style de peinture. Donc, les premières choses que j'ai exposées, c'était mes toiles, mes peintures. Et petit à petit, j'ai commencé la photo. Et c'est surtout en parlant aussi avec les autres. Parfois, je ne me rendais pas compte que je faisais plus de portraits, plus de vidéos, de photos documentaires ou reportages. Et c'est en discutant avec les autres qui me disaient « Ah, mais toi, tu fais beaucoup de portraits, toi, t'es très contrasté dans tes photos. » Et là, je l'ai conscientisé et je me suis dit « Ah oui, en effet, c'est vrai, ça, c'est mon style. » Ok. Donc, super intéressant, en tout cas. Franchement. On enchaîne sur du coup le deuxième jeu, le jeu des anecdotes. Donc pour le jeu des anecdotes, il y aura 3 anecdotes, dont une vraie et 2 fausses, et ce sera à vous de la trouver. Ok, très bien. Bon, on peut commencer alors par la première anecdote. Très bien. Donc du coup, je commence tout de suite. Donc comme il a dit, il y a 2 fausses et une vraie. Donc vous allez devoir vous en sortir pour trouver laquelle est la vraie. Première anecdote intitulée « Le droit à l'image ». Donc c'est quelque chose, ce sont des anecdotes qui nous concernent tous les deux dans notre cas de ce qu'on fait professionnellement parlant. Pour promouvoir un magasin, j'ai pris des photos à 360 degrés. Pensant qu'il s'agissait d'un employé, j'ai laissé quelqu'un sur les photos. Une fois mise en ligne, le client sur les photos s'en est rendu compte et a décidé de porter plainte contre l'entreprise. Pour droit à l'image. Pour droit à l'image, forcément. Deuxième anecdote, pardon. C'était avec un problème de son sur une vidéo. Alors, donc, c'était pour une vidéo à gros budget qui coûtait plusieurs milliers d'euros, parce qu'il y avait un sponsor derrière dans la vidéo. Et du coup, j'envoie le montage à mon client, il le valide, et au moment de l'upload, le son il est entièrement saturé à cause d'une erreur dans le format d'export. Et en fait, à cause de ça, la vidéo était déjà en ligne, c'était irrattrapable, et le client a lâché en fait le vidéaste. Méchant. Ouais. Et maintenant, troisième anecdote, qui s'appelle l'impression ratée. Pour un client très important dans l'entreprise dans laquelle je suis en alternance, j'ai lancé l'impression de 2500 affiches d'invitation avec une erreur dans le design qui s'est répertoriée sur la totalité des affiches et a valu plusieurs milliers d'euros à l'entreprise. Pas ouf. Pas ouf du tout. Ouais. Quels sont votre avis? Voilà. Avez-vous des questions
Donc c'est des Sur les anecdotes 3. qui vous sont arrivées. Ouais. Et il y en a une de vraie. Une de vraie. Ouais. Ok. Moi, je pense que le client qui a lâché pour le son, c'est pas cool. La vidéo, elle est prête, il y a juste à changer l'export. Ouais, c'est Donc, ça. Mais après, Mais elle était déjà publiée en fait. Oui, c'est ça, elle est mise en ligne. Ouais. Oui, bah, Donc elle avait déjà, au tu vois, pire, 3 plusieurs, petits points supprimés. plusieurs milliers Ouais, de vues. voilà. On attend et... moi je pense l'impression ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Vraiment. Et pourquoi ça? Ça m'est déjà arrivé et ça arrive à beaucoup de gens. Donc, mais après le client et la photo, Ouais. ça c'est peut- délicat. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de trucs de droit à l'image ou quoi que ce soit? Pour Non. des photos ou... Pas encore. Non, mais le Quoi problème du son, ça m'est déjà arrivé. Ok. Ouais. Ah. C'était quoi? Ouais. Bah, j'avais fait une vidéo pour une esthéticienne et une fois qu'elle était publiée, on a vu que le son était Ah, il était réglé. réglé, ouais. Je suis pas ingé son, donc forcément c'est pas mon domaine, je fais de mon mieux. Mais voilà, c'est comme dit, elle l'a supprimé et je lui ai Oui. renvoyé modifié. Ouais. C'est pas. Ouais, ça se règle vite. Ouais, quoi. ça, c'est des choses qui arrivent, c'est normal. Ouais. Ok, bah, je pense qu'on peut passer au reveal. Donc Ouais. maintenant, quel est votre pari là maintenant? Anecdote 1, 2 ou 3? La première étant Ouais, je dirais le client dans le magasin, la deuxième étant le son dans la vidéo et la troisième l'impression. 3. Ouais. Je pense, ouais, 3. Ouais, 3. Eh bien, c'était bien la troisième qui est vraie Ah. et c'est en effet Machine. un témoignage de Mathias te Ouais, concernant. qui nous a donné en fait. C'était pas la nôtre. Justement, une situation qui J'en est étais justement sûre. vraiment arrivée et on trouve ça intéressant justement parce que c'est pas non plus quelque chose qui est très dramatique dans ta carrière et justement c'est des choses qui arrivent Oui. en réalité sur le terrain. Ouais. Est-ce que c'est... Je vais te donner plus de détails Bah, sur si, cette anecdote. si t'as pas envie, tu Ouais. peux pas, tu peux ne pas le faire, mais Ah si, totalement. Bah, en fait, c'était quoi nouveau exactement? Puisque maintenant, ça remonte à 2 ans à peu près. ok. Du coup, oui, en fait, j'avais juste mal exporté, je crois, une image. Je l'avais mis en 72 dpi, j'avais Oh pas mince. fait gaffe. Et pas en 300. Et c'est juste qu'il n'y a pas eu de BAT. Et enfin, c'était dans le rush, tout le monde était dans le rush, et ce qui fait qu'on a loupé des étapes et on a tout de suite envoyé à l'impression. Et voilà, c'était des quarts de vœux Super. super, enfin pixelisés, mais Magnifique. voilà, ça arrive. Je pense que c'est passage obligatoire à Ouais. un moment, bon, c'est comme ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le BAT, comme tu l'as cité, c'est le bon à tirer, c'est c'est le modèle qu'on envoie en premier temps pour voir si on valide l'impression de toute la totalité de la quantité qu'on voulait faire. Mais c'est étonnant que pour une fois, il n'y ait pas eu de BAT à valider, quoi. C'est quand même assez... Bah, moi, à ma connaissance, en fait, il n'y en avait pas trop eu, ou bien, enfin, ils avaient très vite regardé, enfin, voilà. Et ce qui fait qu'ils l'ont passé à l'impression et ça allait pas. Donc, Après, c'est normal d'avoir des échecs dans le parcours, mais en fait, c'est ça, ouais. dans le parcours d'un créatif. Et je Ouais, pense que ça fait forcément. partie de l'évolution. C'est pas un drame, quoi. Non, du tout. Ça t'est Oui. déjà arrivé en freelance? Bien sûr, de toute manière, quand tu te le problème, le risque avec le freelance par rapport au salariat, c'est quand tu fais une erreur avec ton client, ça te retombe sur toi directement. Et je pense que oui, j'ai déjà eu des petits problèmes. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec un client. En fait, son projet ne me parlait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout. Et le client l'a ressenti, il m'a dit bon, bah, on va pas continuer. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je suis trop. Je peux pas travailler sur un projet qui me parle pas. Et donc, c'est pour ça que maintenant je sélectionne parce que je sais que si le projet me parle pas, je vais pas m'impliquer. Et c'est important en tant que créatif de baigner dans une bulle, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais d'être Ouais. dans sa bulle. Oui, Ah je si, vois. si, on voit. Enfin, Ouais. je m'exprime mal, mais vous m'avez compris. Oui, oui, en soi. Mais là, on parle d'anecdotes, voilà, où c'est quelque chose qui se passe mal, mais je pense qu'il y en a Ouais. plein où ça se passe bien. Est-ce que vous en avez une en tête qui vous a marqué, une bonne relation avec un client qui s'est Mhm. très bien fini, vous avez une très bonne communication ensemble? Est-ce qu'il y en a une là qui vous vient en tête chacune Oui. que vous pouvez raconter? Tu veux commencer? Non, vas-y. Bah moi en fait c'était le même client avec qui j'ai fait ma petite gaffe d'impression. Au final bah cette année ils étaient super contents, enfin on a su rattraper le coup on va dire et du coup en cadeau ils m'ont offert un calendrier de l'Avent de leur marque Ah, trop bien. et voilà ils étaient super contents donc en fait tout est bien qui finit bien au final c'est ça qui est cool quoi. Bah, comme on disait avant, comme des personnes m'ont demandé comment tu as trouvé tes clients,
Moi, j'ai beaucoup d'amis souvent qui m'envoient des stories, des artistes qui mettent recherche graphiste. Donc mes amis me les envoient. Et donc il y a 3 ans, j'avais contacté justement un artiste qui s'appelle RC511. J'ai commencé à travailler avec lui et depuis le début, je fais toutes ses covers. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il me dit tout le temps, ok, ta carte blanche, il m'envoie ses sons. Moi, je me pose, j'écoute ses musiques, je m'imprègne de son univers. Et après, à chaque fois, il est toujours hyper satisfait. On arrive super bien à travailler ensemble. Et là, récemment, il a sorti son dernier EP qui fait hommage à sa sœur qui est décédée. Et donc, c'était vachement intéressant de pouvoir travailler avec lui sur cette cover. Et c'était hyper émouvant de pouvoir retranscrire tout son EP à travers un format graphique. Et franchement, c'est un client avec qui, limite, on est devenus amis. Parce que ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Et à chaque fois, ça se passe super bien. Il est toujours respectueux par rapport au travail. Donc, c'est top. Super. Ouais, parce qu'il y a une grosse confiance qui t'a accordée, en plus de la carte blanche et des projets. Je suis assez contente parce que j'ai beaucoup de clients qui me donnent carte blanche. Et je me dis, ok, trop bien. Ils ont confiance en mon travail. Mais ça met une certaine pression quand même. Trop bien. Franchement, merci pour vos expériences. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous, on se retrouve avec la Minute Info, donc pour les bébés graphistes et les bébés créa qui ont oublié le raccourci et toutes les choses à savoir. Vous allez la retrouver sur la Minute Info. À tout de suite. Copier, coller, revenir en arrière, sauvegarder. Vous utilisez ces commandes des dizaines de fois par jour sans même y penser. Mais avez-vous remarqué que tous les raccourcis sont regroupés sous votre main gauche? L'idée est simple, gardez une main sur la souris pour la précision et l'autre sur le clavier pour la vitesse. Cette logique s'étend d'ailleurs partout. Ouvrir un nouvel onglet pour vos recherches, et même pour vous, les gamers, tout est fait pour vous éviter de lâcher votre souris. Pourtant, si ces raccourcis sont intelligents, la disposition de vos touches, elle, est un contresens historique. Pourquoi le A est-il là? Et pourquoi le Z juste à côté? À l'époque des machines à écrire mécaniques, si on tapait trop vite sur 2 lettres voisines, les tiges métalliques s'en mêlaient et bloquaient la machine. On a donc créé la disposition AZERTY exprès pour nous ralentir et séparer les lettres les plus fréquentes. Le problème aujourd'hui, c'est que ces tiges ont disparu, mais les mauvaises habitudes sont restées. Aujourd'hui, taper sur un clavier classique, c'est un peu comme faire un marathon avec des chaussures de ski. Ça fonctionne, mais c'est épuisant pour vos articulations. Et c'est là qu'interviennent des alternatives, comme la disposition Bepo. Elle a été pensée scientifiquement pour la langue française. Les lettres les plus utilisées sont placées sur la rangée du milieu, là où vos doigts reposent naturellement. Résultat, moins de fatigue, plus de confort, et une ergonomie enfin adaptée au XXIe siècle. On tient à vous remercier également d'être venu, d'avoir pu plaisir. participer à cette émission. C'est votre première fois, je pense, chacune, d'être interviewée de cette manière. Vous avez été superbe dans l'exercice. Merci. Stressant. On est ravis que ça vous a plu en tout cas. Et nous, on se retrouve du coup avec la 3e partie du vlog avec Tim et Julie, où ils vont finir du coup leur projet, le t-shirt. Donc on se retrouve juste après ce vlog. À tout de suite. Bon, le projet est terminé et on a un produit fini. Entre cet épisode-là et celui d'avant, on a fait qu'encore quelques petits trucs, puisque Julie, t'as terminé le projet. J'ai terminé tout le design du t-shirt pour avoir même plusieurs versions du t-shirt final. Donc sur la première proposition de t-shirt, je suis restée que sur du noir et blanc. J'ai commencé par l'arrière. J'ai décidé de mettre 2 typos. La première typo qui est cursive, c'est la Aston. Et la deuxième typo qui est beaucoup plus grasse et qui dénote vachement de la première qui est fine, c'est la Bronson. Donc j'ai testé plusieurs variantes. T'es allé plus loin que ça. T'es allé plus loin que juste proposer des visuels différents, parce que t'as spécifié notre dossier pour quelqu'un en particulier. C'est Impact Premium. On a essayé de se focaliser pour faire des visuels de t-shirt pour eux, pour la marque. Nouvelle version, ça veut pas forcément dire nouvelle illustration. Ça peut être juste une nouvelle teinte de couleur. Par exemple, ici, t'as fait le choix que certaines polices allaient être présentes en bleu. Ça permet de donner une autre idée du produit et ça permet de sortir du côté noir et blanc. Donc cette fois, c'est un t-shirt qui a pour but d'être imprimé sur un t-shirt blanc. J'ai fait une autre proposition de t-shirt dans un style un peu plus vintage, pareil en noir et blanc. Cette fois-ci, un cavalier, et c'est une illustration que j'ai trouvée sur le site d'archives d'images libres de droit. J'ai essayé d'encadrer l'illustration avec des genres de moulures et dedans j'ai mis du texte avec une police assez fine. Contrairement à la précédente illustration, j'ai pas mis de police très grasse. Dans mon alternance pour Carbone Café, j'ai l'occasion de faire
de la communication pour Impact Premium. Et donc dans la communication, les graphistes sont amenés à faire des visuels pour les t-shirts. Et du coup on profite de cette occasion pour directement envoyer ce dossier auprès de l'équipe de com de Impact Premium. Et sur cette dernière proposition, le design de t-shirt, côté un peu plus futuriste, on a un peu 3 époques. Cette fois-ci, j'ai fait un effet bitmap sur le cheval. Et pareil que l'illustration d'avant, j'ai pris aussi un cheval qui est disponible sur le site d'archives d'images de libre de droit, que j'ai détouré et que j'ai mis en bitmap. J'ai ensuite rajouté un petit texte. Donc là, sur ce t-shirt-là, il y a 3 polices qui se mélangent pour le White Horse à Aston. Et la deuxième, c'est la rédaction 50, une police assez pixelisée. Je trouvais qu'il rendait vraiment bien avec le côté bitmap du cheval. Et sur l'avant, là, j'ai fait le logo Impact en bitmap aussi. Ce qui était pas si facile. Quand on fait une illustration en bitmap, on la fait en grande, mais dès qu'elle est rétrécie, les pixels s'agrandissent. Bah en fait ça rend juste pas bien. Le plus gros problème qu'on a rencontré, c'est le temps et notre organisation. En fait on s'est dit bah c'est bien, on va documenter en faisant un vlog sur le projet, le fait de faire les t-shirts. Mais en fait, on s'est rendu compte après coup que faire le vlog, filmer, donc préparer le matériel, se donner rendez-vous pour le faire, le montage, la recherche autour du projet, en fait, ça nous a pris beaucoup plus de temps que faire le t-shirt en lui-même. D'ailleurs, le projet en question, en réalité, qui était à la base de faire un t-shirt, c'est devenu faire une vidéo pour le t-shirt. Bon, le projet est enfin fini, après toutes ces longues heures passées dessus et toutes ces galères. Mais on est vraiment fiers du projet, on est vraiment content du résultat. Bah, bonne fin de live. Bonne fin de live. Bisous. Et toi, Julie, du coup, quelle a été ta place là-dedans? Moi, je suis en 2e année de BUT MMI et donc moi, ma place dans ce projet, c'était de conceptionner et faire tout le design des t-shirts. Donc on voulait vraiment montrer tout le processus qu'il y a derrière l'élaboration d'un t-shirt et pas juste montrer un rendu final comme ça. Ouais, parce que pour les gens qui viennent d'arriver sur le chat, sur le live, c'était en 3 parties. Où la première, c'est vous êtes parti sur un design. La deuxième, c'était un peu... vous êtes parti vraiment sur une autre direction artistique. Et la troisième, du coup, c'est la fin. Ouais. Est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat? Ah bah faut regarder la dernière. Ça, c'est Non, suspense. en vrai, ouais. Du coup, au final, on a quand même un résultat qui est fini et on est quand même plutôt content du résultat. Donc, on va le partager sur les réseaux. Et en fait, c'est aussi l'objectif de la vidéo à la base, de pouvoir présenter notre projet sur les réseaux, d'avoir un visuel à montrer en tant que portfolio. Et donc, ouais, c'était cool. Bah, on sait que c'était forcément un challenge pour vous deux. L'objectif, c'était de voir ce que vous pouviez donner ensemble, forcément. On ne sait pas si vous avez l'habitude de travailler toujours ensemble ou pas. Mais est-ce que vous avez rencontré un certain challenge au cours de ce tournage que vous souhaitez relever là maintenant? Bah, ouais, tu veux dire. Non? Bah, en fait, ce qu'on pensait au début, on pensait que ce qui allait être challengeant, c'était le fait de faire le visuel. Et en fait, on s'est rendu compte au final que le fait de faire la vidéo, c'était encore plus compliqué. De se filmer, de préparer le matos, de faire le montage. Mais en fait, ça prend encore plus de temps que ce qui, à la base, était juste le travail de graphisme. Et donc, tout le côté vidéo, bah, en fait, nous a presque porté préjudice sur le projet final. Vous avez, ouais, ça vous a... Ouais, comme tu l'as dit, ça prenait plus de temps. Et comment vous êtes préparé à ça? Vous avez prévu, par exemple, des plans à faire ou un moodboard, je sais pas. En vrai, justement, on l'a pas fait et c'est ce qui nous a manqué. Et je pense qu'on aurait été beaucoup plus efficace avec justement tout un truc très prévu, très précis à l'avance. On aurait dû se faire un tableur Excel avec quelle partie. En fait, on s'est dit, on va faire un vlog un peu lifestyle où on se filme en train de bosser. Et je pense que même sur ce qu'on retrouve aujourd'hui sur YouTube de contenu lifestyle, il y a quand même une écriture qui est assez poussée de chaque contenu. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que déjà, on n'avait pas forcément de problématiques. Parce que en fait, tout s'est bien passé et le moindre petit problème, ils n'étaient pas assez importants pour que la vidéo elle ait un intérêt. Et puis même, ça nous a pris beaucoup. C'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait.
Et justement, on sait que de plus en plus de créateurs et de personnes qui sont dans le monde artistique et créatif souhaitent se mettre un peu plus en lumière en faisant leur propre contenu, en montrant quels sont les backstage de ce qu'ils produisent. Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez des noms en tête qui vous viennent et qui vous ont poussé à faire cette vidéo-là? On peut penser à quelqu'un comme Justin Buisson sur YouTube maintenant, qui est déjà relativement connu autant en tant qu'influenceur que pour le travail qu'il fournit. Est-ce que vous avez des noms à citer chacun? Ouais, bah carrément, bah, comme tu as dit, Justin Buisson, franchement, c'était une grosse source d'inspiration pour nous. Puis, dans plusieurs vidéos, il a pas mal parlé aussi que ce qui lui prenait aussi beaucoup plus de temps, c'était toute l'élaboration des vidéos et les réseaux sociaux qu'il fait à côté, comparé à ses projets qu'il a. Mais ouais, Balo aussi, un influenceur qui fait du graphisme est très intéressant et qui montre pas mal aussi les backstage qu'il y a derrière l'élaboration des graphismes qu'il fait. Bah, je pense que ça permet de vraiment se démarquer. Après, je sais pas si dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est utile à 100%. Parce que peut-être que quand on a déjà une renommée au sein de certaines, de certaines sphères de la création, je pense que c'est déjà plus simple et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir cette présence sur les réseaux. Mais je pense que ça aide beaucoup d'avoir sur les réseaux sociaux, en tout cas, quelque chose qui peut prouver notre qualité avec un portfolio, par exemple. Et pendant ce projet, qu'est-ce qui a fait que vous avez complètement changé de direction artistique? Parce qu'à un moment, dans votre vidéo, vous parlez d'un site avec des images libres de droit. Est-ce que, par exemple, ça, quand vous parlez Pinterest, ça vous a été utile à changer de DA, quoi? Ben ouais, en fait, je pense qu'on aurait dû peut-être plus se focaliser sur un élément en particulier, comme là, à la fin, on s'est focalisé sur un cheval. Et ben au début, je pense qu'on aurait dû se focaliser direct sur un élément, mais on a décidé d'aller faire de la veille, mais qui était peut-être un peu trop large. Et c'est ça qui nous a un peu pénalisé aussi dans le temps et dans l'élaboration de la vidéo. Mais ouais. Bah, on aurait peut-être dû aussi. En fait, au début, on a essayé de mettre un peu du coup tout en commun au niveau de ce qui nous plaisait visuellement sur Pinterest, par exemple. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas quelque chose d'assez précis. On aurait peut-être dû se poser et se dire, ok, qu'est-ce qu'il nous faut et pour quelle raison? Est-ce qu'on veut un t-shirt, mettre des mots sur ce dont on a besoin et donc de trouver après une charte graphique en fonction de ça. Et donc ça, c'est encore la preuve, on s'est pas assez organisé en amont. Et peut-être qu'on l'aurait fait, on aurait peut-être eu depuis le début une idée en tout cas plus précise de ce qu'on aurait eu à la fin. En tout cas, en parlant justement de tout ce qui est de l'aspect de la charte, etc., on nous demande dans le chat quels sont les livres qui sont en arrière-plan. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns que vous pourriez citer justement pour aider ceux qui posent la question? Alors, je dis quelque chose. Je connais du coup le manuel de survie du vidéaste, celui derrière. Ouais, celui-là. Ah, celui qui dit là. Attends pour moi. Non, si. Alors du coup, ça c'est plus proche de la vidéo. Et donc là, on est plus sur le côté vidéo que graphisme. Mais c'est un très très bon livre du coup pour débuter la vidéo. Avec pas mal d'anecdotes, je crois, dedans, non? Donc c'est Ludoc, je crois, qui est réalisateur très présent sur YouTube. Et donc c'est hyper accessible. Et moi, je sais que j'ai jamais fait vraiment de grosses recherches sur des domaines très très précis, par exemple en vidéo même. Je regarde pas des gros documentaires de ciné ou même des influenceurs un peu techniques. Et Ludoc, il vulgarise beaucoup ce qu'il fait. Et donc il propose des alternatives très peu chères pour faire certaines techniques, certains visuels. Et donc ça marche bien pour débuter, ouais. Donc, vous êtes vous l'avez dit, 2 étudiants en BUT MMI. Ouais. Pour les gens qui aimeraient rejoindre cette formation et qui se connaissent pas trop, et qui aimeraient faire de la vidéo, du graphisme pour plus tard, est-ce que ce BUT vous a permis par exemple, d'avoir des compétences pour ce projet-là que vous venez de faire, ou quelque chose de similaire? Ouais, je pense. Ouais, toute la suite Adobe ou n'importe quelle application qu'on peut utiliser, on a quand même été formé dans la formation. Donc c'est ça qui aide beaucoup. Si on aurait peut-être découvert le logiciel, ça aurait été peut-être un peu compliqué et beaucoup plus long. Mais là, avoir déjà fait des projets de cours, etc., ça nous aide quand même beaucoup. Cela dit, je pense que c'est quand même avec des projets comme ça qu'on évolue vraiment. Parce que sur les projets scolaires, on reste limité à quelque chose de très théorique. Et le fait de faire des projets en dehors, ça permet de plus se concentrer sur ce qui nous plaît et du coup d'avoir un côté un peu plus moins polyvalent du coup que ce qu'on va faire en cours, mais beaucoup plus précis et technique sur ce qui nous plaît réellement. Et donc là-dessus, faire des projets en plus des cours, je pense que c'est quelque chose qui est primordial et qui est vraiment presque obligatoire si on fait un BUT MMI.
Voilà, justement, dans ce cas-là, c'était votre décision aussi de se lancer un challenge sur vous-même, donc avec aucune directive. Il y a justement Julie dans le chat qui nous dit très précisément que l'important, c'est de savoir remodeler une certaine demande client. Là, en l'occurrence, c'était votre propre demande Ouais, à vous. c'est pour ça. Ça vous a sûrement challengé là-dedans. Est-ce que ça vous a donné envie de reproduire l'exercice à l'avenir et pourquoi? Bah, en vrai, justement, le fait de. En fait, on était nos propres clients un peu. Parce que du coup, c'est nous qui avons établi les besoins du t-shirt. Et donc, on répondait à nos propres besoins. Sauf que du coup, c'est super facile. Parce que, en fait, si on n'aime pas, bah, on change. Alors qu'avec un vrai client, c'est pas ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est ce qui correspond à la demande du client. Et donc, ça peut être intéressant de refaire un projet du style. Mais cette fois, avec un client réel vers qui on aurait du coup un objectif très précis. Ok, super. Ben, en tout cas, merci d'avoir présenté ce projet qui est super intéressant, en plus du coup qui reflète les compétences du BUT-MMI. Ça va être la fin de ce live. Mais oui, J'espère déjà. que ce live vous aura plu, qu'on a pu répondre à vos questions. On remercie énormément nos invités, ainsi que l'UHA et le CERFA pour cette pièce. Merci Et pour on se retrouve à la prochaine pour l'émission des futures 3e tout. années, C'est ça. qui sera dans un an. Et à plus. Ciao.